ce soir avec Monsieur André Hott, qui est coach professionnel et qui est spécialisé notamment dans l'orientation professionnelle, que ce soit pour les personnes qui sont déjà en poste ou les personnes qui sont encore en formation et qui cherchent donc dans quoi s'orienter exactement. J'ai aimé son titre, architecte carrière, si je ne me trompe pas. Et voilà, donc je le laisse s'introduire un peu plus longuement et puis je veille, je garde l'œil sur les connexions pour admettre les gens. Désolée de vous avoir fait attendre dans la salle d'attente. Voilà. Monsieur Hott. Ok, je ne sais pas si tout le monde m'entend. Bonjour. Oui, oui. Comme Rosemary l'a dit, je suis Sophie Abrahad. Bon, on parle d'orientation. Je vais peut-être dire que à la base, je suis moi une personne qui a été mal orientée, dans la mesure où ce que j'ai étudié à l'école, c'est l'ingénierie informatique. Et aujourd'hui, je travaille dans tout un autre domaine qui a trait à l'éducation, qui se résume justement à ce mot que ces deux acronymes que j'ai essayé de mettre ensemble, architecte et carrière, veut dire que je suis une personne qui accompagne les gens justement à construire leur carrière, à y voir à 10 mètres, avec mon expérience, je peux vous aider à voir à 30 mètres et vous accompagner à rentabiliser l'investissement que vous mettez dans l'éducation. Parce que les parents, les parents, on l'appelle d'une certaine manière, ils investissent de l'argent pour que vous ayez accès à l'éducation de qualité. Alors, il faut au moment que vous soyez en mesure de justement donner tout ce qu'il faut pour être compétent par rapport à le domaine que vous, à la compétence que vous développez et que vous souhaitez vendre sur le marché de l'emploi. Donc, je suis ouvert à tout ce qui est comme question, interrogation, les difficultés que vous rencontrez au quotidien, à avoir accès à un emploi décent et à vous accompagner. Parce que ça encore, je crois, c'est que quand on a une compétence, quand on aime ce qu'on fait, on ne peut qu'exceller parce qu'on ira toujours chercher dans ses tripes, on ira toujours chercher au plus profond de soi pour donner ce qu'il y a de mieux, pour donner le meilleur. Donc, mon objectif, justement, à travers les gens que j'accompagne ou que je coach, c'est de dire qu'ils ont un potentiel, ils ont un talent. Il faut les aider à se connecter à ce talent-là et les apprendre à gagner de l'argent avec cette passion, ce centre d'intérêt qu'ils ont commencé à développer. Donc, globalement, voilà ce que je fais au quotidien comme métier. Et je suis très heureux d'être là, à échanger avec vous et à répondre à un ensemble de questions qui seront posées. Alors, merci. Alors, voilà, donc merci d'être avec nous pour ce, je ne sais pas si on m'entend, voilà, pour ce live. Donc, comment bien choisir son orientation professionnelle pour une carrière à succès. Je vous laisse commencer à développer le propos et je gère les gens qui ont des problèmes pour se connecter. Donc, je suis là, mais voilà, je gère les problèmes de connexion des uns et des autres. Je ne sais pas s'il y a des... Vous avez prévu un petit exposé ou on commence directement avec les questions-réponses? Je peux déjà répondre à la question que vous avez posée et après on fait la question-réponse. D'accord, ok. Ça marche. Alors, quand on parle de carrière d'excellence, il faut aller voir tout le process en entier. Ce que j'entends par process en entier, c'est d'abord, on ne peut pas s'orienter sur ce qu'on n'est pas. Donc, pour moi, la base, c'est la connaissance de soi. C'est important pour chacun de savoir quels sont ses centres d'intérêt, quelles sont ses passions, qu'est-ce qu'il aime, voilà, qu'est-ce qui le fait vibrer, qu'est-ce qui le fait se lever le matin. À la fin de la journée, c'est pas juste j'ai gagné de l'argent, mais est-ce que ce que je fais est utile, est-ce que ce que je fais a du sens, est-ce que je me plais dans ce que je fais. Donc pour moi, c'est important. Lorsqu'on a découvert ce qu'on aime, on sait plus ou moins ce par quoi on a attiré, on se projette par rapport à un métier. Et c'est ça la difficulté dans notre environnement. S'orienter à la base, il faut définir le thème, c'est mettre un métier derrière une passion, derrière un centre d'intérêt. Je vais prendre deux exemples que j'aime souvent prendre. Vous avez une petite sœur à la maison
qui aime bien faire les achats. Il y a un métier qui s'appelle acheteur. On paye quelqu'un pour faire les achats. Vous avez un frère qui aime organiser les fêtes. Tout le monde dit, voilà, tu aimes faire la fête, tu aimes organiser les fêtes. Il y a un métier qui s'appelle event planner. On paye quelqu'un pour planifier les événements. Alors, il y a des gens qui ont des talents, des passions, mais ne savent juste pas que c'est des talents et des passions. Le but, donc, lorsqu'on a trouvé des centres d'intérêt et de passion, il est question de mettre un métier derrière une passion. Donc, on se projette par rapport à un métier. C'est lorsqu'on a trouvé le métier qu'on se dit maintenant, OK, comment je fais pour avoir les compétences pour atteindre ce métier? Et c'est ce qu'on appelle dans notre contexte le projet d'études. Or, ce que nous on fait dans notre contexte, on va se former, on se dit, le diplôme que j'ai eu, ça me sert à faire quoi concrètement? Non, c'est l'inverse. On parle de ce qu'on aime, on trouve l'équivalence dans le marché de l'emploi, dans le métier, et on se dit comment je fais pour acquérir les compétences qui me permettront de développer, d'atteindre ce domaine. Donc, je choisis dans un centre de formation, un lieu de formation, pour développer des compétences qui m'aideront à, avoir un savoir-faire que je vais vendre plus tard sur le marché d'emploi. Ça, c'est les trois piliers de base. Connaissance de soi, projection métier, et en trois, projet d'études, qui est le pont entre ce que vous aimez et la projection, ou bien ce que vous voyez de votre métier dans quelques années. À côté de cela, il y a un point important, ce que moi j'appelle un accélérateur de carrière, c'est le mentorat. Le mentorat, c'est quoi? En point 4, hein, vous avez identifié quelqu'un dans votre environnement qui fait déjà ce que vous faites très bien et qui excelle. Vous êtes à côté de lui au quotidien, vous montez en compétence rapidement parce qu'il va vous apprendre le métier, il va vous faire gagner énormément en temps. Ce que vous deviez faire en 4 ans, vous êtes capable de le faire en une année. Parce que être à côté de lui vous permettra de connaître les standards par rapport à ce métier, ce qui se fait de mieux et de pouvoir développer cela. Ça, c'est le point 4. Après, il y a un volet important qui est aussi la capacité de leadership qu'il faut pouvoir développer parce que dans le monde professionnel, c'est pas un monde de bisounours, c'est un monde de vautours, c'est un monde de loups. Il faut avoir des capacités de leader, il faut avoir des capacités de leader d'homme. Cela vous permettra de former aussi des gens, de transmettre, de tirer les gens vers le haut, de bien faire ce que vous avez à faire, mais aussi de pouvoir vous démarquer en aidant les autres à s'accomplir. C'est comme ça que vous allez vous démarquer des autres et à chaque fois, on aura toujours envie de travailler avec vous, de vous garder. À côté de cela, il y a ce que j'appelle aussi son personal branding, qui est votre marque. Il faut développer au but de cela. Une fois que vous aurez développé une expertise, vous allez commencer à être une marque dans votre domaine. Quand on cherchera quelqu'un qui a telle expertise, c'est vous qu'on appellera parce que vous avez communiqué dans votre réseau que vous avez la compétence pour le faire. Et à chaque fois que vous l'avez fait bien. Cela touche une autre composante du système qui s'appelle le réseau professionnel. Les chiffres disent que la compétence compte pour 30%, le réseau pour 70%. Le réseau professionnel, c'est quoi? C'est l'ensemble des personnes qui sont capables soit d'utiliser votre compétence parce qu'ils vous ont vu faire, soit de la recommander à quelqu'un qui est dans le besoin. Donc, il faut bien soigner vos relations avec les gens au quotidien, avec les gens avec qui vous évoluez au quotidien. Cela vous permettra de vous démarquer. Cela permettra qu'ils vous identifient comme un talent et aient envie soit de collaborer avec vous, soit de recommander votre compétence. Et à la fin, je dirais que se remettre en question tout le temps parce que aucun process n'est parfait. Il faut tout le temps, quand vous avez mis des échelons, vous avez mis des jalons à atteindre, à dépasser, est-ce que vous l'avez bien fait? Est-ce que vous l'avez? Donc, vous vous remettez en question, vous revoyez le process, vous revoyez ce que vous avez mal fait, ce que vous avez bien fait. Et à côté de cela, vous verrez des choses qui ont marché, qui n'ont pas marché, vous allez réadapter le process. Et voilà comment vous allez arriver à la fin à tirer votre épingle du jeu. Tout ce process, on est là sur un processus d'amélioration continue. Ça vous permettra de vous démarquer et cela, de construire votre carrière à succès. Parce que vous allez le faire lors de vos stages, vous allez le faire lors de toutes les expériences par lesquelles vous avez passé en entreprise et on va vous identifier comme un talent. Et ce talent-là permettra à tous les recruteurs qui devront collaborer avec vous de savoir que vous avez un potentiel et
à chaque fois auront envie de travailler avec vous pour pouvoir bénéficier de la valeur ajoutée que vous êtes capable de leur apporter. Donc, voilà un peu présenté en quelques points les étapes à suivre, le process pour arriver à bâtir une carrière à succès. Maintenant, je suis ouvert à répondre, pour répondre à vos questions, s'il y en a des questions spécifiques, pour pouvoir approfondir certains points ou zones d'ombre que vous souhaiterez, sur lesquels vous souhaiterez qu'on puisse échanger. Alors, merci beaucoup pour... Rosemary, on ne vous entend pas. Voilà. Excusez-moi, je disais merci pour l'exposé. Et on va prendre dans l'ordre où les gens sont affichés sur mon ordinateur. Je ne sais pas si Lisiane et Elena, si vous avez des questions. Et voilà, sinon, levez la main si vous avez une question, si vous souhaitez que M. Hott puisse approfondir un point. Lisiane, Elena? Oui. Ouais. Bonjour, excusez-moi. Oui, donc je suis Lisiane. J'ai participé à l'un des bootcamps que Rosemary avait organisé, c'était l'année dernière, avant le confinement. Et j'étais vraiment dans une période où je me cherchais beaucoup, je ne savais pas trop si fallait que je me lance dans l'entrepreneuriat ou fallait que je continue plus vers une carrière. Et après avoir fait quelques tests de personnalité, etc., je me suis rendu compte qu'il y a des métiers qui, plus ou moins, correspondaient à ma personnalité et à mes compétences. Aujourd'hui, j'ai l'opportunité de de commencer, je dirais, ma carrière. Et vous avez mentionné le mentorat tout à l'heure. Excusez-moi, mon français n'est pas le meilleur parce que j'habite en Angleterre. Donc, si je fais des fautes, excusez-moi. Donc, vous avez parlé d'avoir un mentor tout à l'heure. Est-ce que c'est vraiment, je dirais, est-ce vraiment obligatoire d'avoir un mentor pour pouvoir réussir dans disons, dans une carrière nouvelle? Parce que moi, j'ai essayé d'avoir un mentor, mais je remarque qu'au jour d'aujourd'hui, les gens le font gratuitement. Ce qui veut dire que je vais trouver un mentor qui éventuellement, à un moment, va vouloir, je dirais, limite me soudoyer de l'argent en échange pour l'information et l'accompagnement. Donc, si j'ai pas forcément les fonds pour pouvoir payer cette personne qui pourrait peut-être m'accompagner et m'aider à réussir dans la voie que je suis en train de prendre, est-ce que vous pensez que c'est obligatoire pour pouvoir réussir, quoi? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'un mentor dans dans ce nouveau métier, on va dire? Je ne sais pas si j'ai pu bien m'expliquer. Ouais, je pense que c'est... C'est bon, j'ai compris la question, Lisiane. Ce que je dirais, c'est que je n'ai pas dit que c'est obligatoire. Il y en a qui ont réussi des carrières sans avoir besoin de mentor. Ils sont excellents, ils sont doués dans ce qu'ils font. Par contre, ce que je dis, c'est que ça te fait gagner du temps. Tu ne peux pas imaginer, il y a des fois, une causerie avec une personne d'1 heure, il te résume 10 ans d'expérience en 1 heure. Donc, avoir un mentor te permet de gagner du temps. Les erreurs que tu devais commettre, tu vas apprendre les siennes. Les difficultés que tu devais rencontrer, tu pourras anticiper. C'est de ça que quand je parle du mentorat, c'est de là où ce que je veux faire attention. Il a vécu des choses, il a eu des difficultés, il partage son expérience avec toi. Ça te permet, toi, de gagner en temps par rapport à ce que tu es en train de vouloir faire. Je veux recontextualiser pourquoi je place le mentor dans le process. Parce que j'estime que c'est un accélérateur de croissance. Il y en a qui ont des carrières, voilà, qui vont prendre le temps, 1 an, 2 ans, 3 ans avant de se lancer.
Mais avoir quelqu'un de qui tu apprends rapidement, ça te permet de gagner en temps. Et face à ces situations, d'être vraiment dans un process où tu vas rapidement par rapport à la difficulté que tu rencontres. C'est uniquement pour cela. Mais il y a des personnes qui n'ont pas forcément besoin de mentor pour démarrer leur carrière. Ça prendra le temps que ça prend. Ils vont faire leurs propres erreurs et apprendre de leurs erreurs. Mais je pose le contexte du mentor pour dire que c'est un accélérateur de croissance, de carrière professionnelle. Et c'est un levier sur lequel on peut s'appuyer qui est très considérable lorsqu'on démarre une carrière. Merci pour la réponse. Alors, Elena, est-ce que tu as une question? Sinon, ça s'est interverti. Donc, Loïc, si tu as une question, sinon, on passe la parole à Elena. Loïc, tu as une question pour Monsieur Hott? Non, pour le moment, je viens d'arriver. Je n'ai pas suivi le début, mais pour le moment, non. Merci. Il faut activer votre micro. Donc, Elena, vas-y. Elena, vas-y, si ton micro est ouvert. Elena, pose ta question. Non, c'est OK pour moi, c'est bon. Donc, si Loïc n'a pas de question, Agathe, tu as une question? Non, coach Marie. Non, pas de question, merci. Merci. Tricoche, est-ce que tu as une question? Bonsoir tout le monde. Je suis pour le moment. Ma question est en train de se préciser. D'ici là, je vais la poser. Hello? Vous m'avez entendu? Oh non, pas bien, je n'ai pas bien saisi. Ok, je disais que je suis pour le moment. Ah oui, d'accord. Ok. Donc, s'il n'y a pas de questions, moi, je vais poser une question. Comme ça va vous donner l'inspiration s'il n'y a pas de questions. Quand vous avez parlé de connaissance de soi, de connaissance de soi, qu'est-ce qu'on doit impérativement connaître sur soi-même? Qu'est-ce qu'on doit chercher à connaître sur soi-même? Parce que l'introspection, ça peut être le travail de toute une vie. Maintenant, quels sont les points clés qu'il faut maîtriser à son propre sujet pour une carrière réussie? Alors, dans la connaissance de soi, je reviens sur le point central, c'est les passions, c'est les centres d'intérêt, c'est ce dans quoi on excelle. Il y a deux outils management que j'aime beaucoup. Il y a le SWOT. Il y a le Pareto aussi, que j'aime beaucoup. Donc, ressortir les 20% des compétences que vous pouvez vendre sur le marché d'emploi. Et là, on tombe sur le CV. Ce n'est pas toutes les compétences que vous avez que vous vendez sur le marché d'emploi. C'est uniquement les compétences dans lesquelles vous excellez, dans lesquelles vous êtes capable de faire votre chiffre d'affaires. Moi, je connais quelqu'un qui est diplômé en finance. La seule compétence qu'il vend sur le marché de l'emploi, c'est Excel. Il accompagne les entreprises à faire des tableaux de bord. C'est Excel comme compétence qu'il vend et c'est Excel qui paye ses factures, qui fait son chiffre d'affaires. C'est pour dire que vous avez beaucoup de compétences, mais ce n'est pas toutes les compétences que vous pouvez vendre. Il faut identifier exactement lesquelles des compétences vous avez que vous permettre de gagner votre vie et de pouvoir faire carrière dans un domaine. Il y a des personnes qui vont approfondir, être consultant SAP, être consultant ci, ainsi. Donc, et c'est pour ça qu'on dit un CV n'est pas statique, un CV est dynamique. Parce que par rapport à un poste pour lequel vous appliquez, il faut ressortir des compétences spécifiques dont l'employeur a besoin et qui vous permettront de vous démarquer par rapport aux autres personnes qui auront candidaté par rapport au poste. C'est les centres d'intérêt, c'est les passions, c'est ce dans quoi on excelle. Il y a des tests, par exemple le RIASEC, qui est un test d'intérêt professionnel, ou bien le MBTI,
qui permettent de ressortir le profil métier d'une personne. Et c'est de là qu'on est capable donc de mettre à disposition les talents ou les compétences et d'accompagner les gens par rapport au domaine de compétences dans lesquels ils excellent. Pour ceux qui ont déjà de l'expérience, qui en a le bout, on parle de bilan de compétences. Ça permet de ressortir clairement ce dans quoi vous avez exercé, sur lequel vous pouvez vous appuyer rapidement et rebondir sur un poste. Parce que souvent, les gens cherchent du travail, mais commencent une expertise, font 2 années, 3 années, après changent, vont faire autre chose. Après changent. À chaque fois, tu recommences. En gros, tu dévalorises ce que tu as fait précédemment. Or, quand on est dans la spécialisation, on est dans la continuité, on est dans l'expertise, on prend de la valeur et c'est cette valeur qu'on vend sur le marché de l'emploi. Ce n'est pas le temps de travail, c'est votre valeur que vous vendez et vous devez prendre de la valeur. L'autre point, peut-être que je n'ai pas précisé, parce que quand on parle de formation, ce qu'il faut dire, c'est la formation toute la vie. On se forme toute la vie parce qu'il faut se mettre à jour. Se mettre à jour permet de prendre de la valeur et c'est cette valeur-là que vous vendez à votre entreprise. Il y a des gens qu'on paye 1 heure 500 € l'heure. Ils viennent juste donner un conseil. D'autres, 1 heure 4000 € l'heure. Parce que ce qui vous donne comme conseil en 1 heure, c'est 20 ans d'expérience à avoir fait ça pendant plusieurs fois. Donc, il connaît tout ce qu'il faut pour que ça marche ou ça ne marche pas. Donc, voilà comment, quand je parle de connaissance de soi, ce sur quoi il faut s'appuyer, ce qu'il faut aller chercher, comment on peut aller le chercher. Et en tout cas, les professionnels qui sont dans le monde du coaching ou l'accompagnement connaissent ces outils et parfois peuvent les mettre à disposition. Ils sont disponibles sur Internet, sur LinkedIn Learning, vous pouvez trouver, passer ces tests-là qui permettent d'avoir votre profil métier par rapport à vos centres d'intérêt, vos passions. Et ça peut être un premier jet sur lequel on peut se reposer pour pouvoir vous accompagner par rapport à votre métier. Alors, l'autre question, c'est une question qu'on a un des participants de la formation a posée dans un autre live et je vous la pose aussi. Quand on dit les passions, lui il dit sa seule passion dans la vie, c'est le football. La seule chose qu'il peut faire du matin au soir sans se fatiguer, même si on ne le paye pas, il est un professionnel du droit international. Mais il dit la seule chose vraiment qui le passionne, qu'il peut faire sans se fatiguer, parce que on dit que c'est un des critères pour déterminer la passion, quelque chose que vous pouvez faire sans vous fatiguer, même si on ne vous paye pas, même si quoi. La seule chose pour lui, c'est le football. Maintenant, il a déjà passé l'âge d'être footballeur professionnel. Donc, comment... et il s'est orienté dans une voie de... Voilà, il est expert en droit international, donc tout ce qui est question de corruption. Comment il fait? Il abandonne tout pour devenir coach de football puisqu'il est trop vieux pour être joueur ou comment ça se passe en fait? Par rapport à la passion, parfois il y a des passions qu'on peut avoir mais qui ne sont pas forcément transposables en métier ou quelque chose dans lequel on peut vous payer en tout cas. Alors, je vais répondre rapidement, c'est que c'est rattrapable. Je connais quelqu'un, il était passionné par la médecine. Finalement, il s'est retrouvé en école d'ingénieur. Et à la fin, il a créé une application qui aide les femmes à lutter contre la mortalité infantile. Il a réussi à impliquer ces deux métiers. On peut avoir une passion et ça un intérêt. Maintenant, il peut bien être juriste dans le domaine du sport. Il peut faire bien le droit du sport. Voilà, je veux dire, la passion est un moteur. Ça donne une direction qu'on veut atteindre ou qu'on veut suivre. Il faut juste pouvoir être capable de faire correspondre la compétence métier qu'il a développée pendant les années et ce qu'il aime. Parce que être dans cet environnement lui permettra d'exceller parce qu'il vibre pour ce secteur d'activité-là. Donc, c'est pas parce qu'on a développé des compétences dans un domaine qu'on n'est pas capable de travailler dans le domaine. C'est pour cela que quand on parle de poste, parce qu'on parle d'un poste, un poste, c'est une fonction métier, un secteur d'activité et un contexte et un environnement. Quand on parle de poste, c'est ces 3 composantes. Ça veut dire que je suis juriste dans le oil and gas et je travaille au Tchad. Ce n'est pas la même chose que je suis juriste dans les télécoms et je travaille aux États-Unis. C'est vraiment 3 domaines différents. On peut avoir des compétences métiers, on peut avoir des compétences, et ne pas avoir des compétences secteur d'activité. On peut avoir des compétences
métier, secteur d'activité, mais arriver dans un pays, on ne connaît rien du pays pour comment réussir. Donc, il faut intégrer ça. C'est pour cela qu'on prend tout. Moi, j'ai des gens que j'ai eu accompagner qui est à la maison, elle aime la mode, elle aime tout ce qui est après, voilà, et qui se retrouvent à travailler chez Sephora dans le marketing. Je prends un exemple. Tout ce qui est gloss, make-up, voilà, ça la passionne, mais les parents ne pouvaient pas la laisser aller faire ça. Elle a fait du marketing, mais elle s'est retrouvée faire du marketing chez Sephora. Mais être dans cet environnement où elle voit les gloss, elle voit le luxe, le truc, ça lui donne une hormone particulière qui fait qu'elle reste motivée et engagée par rapport à ce qu'elle fait. Donc, prendre ça ne dirait pas forcément d'y travailler de là. Si on a encore l'âge et qu'on peut faire un projet dans le domaine, tant mieux. Sinon, on peut coupler la fonction métier au secteur d'activité pour arriver à avoir quelque chose d'intéressant et de pertinent. C'était très clair, merci. Et alors, est-ce que ça veut dire, par rapport au thème général de la conférence de ce soir, du webinaire de ce soir, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut absolument pas avoir une carrière à succès si on est dans un domaine qu'on n'aime pas du tout? Je fais l'avocat du diable. Est-ce que, genre, voilà, je déteste, je sais pas, la comptabilité, mais je suis comptable. Est-ce que ça veut dire que je ne peux pas avoir une belle et brillante carrière de comptable, même si chaque matin, je vais entraîner? Ben, je pense que c'est pas possible. Hein. C'est pas possible parce qu'après, il y a le bonheur, il faut être heureux dans ce qu'on fait. Et si on n'est pas heureux, je crois qu'on ne peut pas atteindre l'objectif. Hein. Allô, vous m'écoutez? Si je peux dire quelque chose? Allô? Je t'en prie, Loïc. Oui, voilà, si je peux intervenir juste quelques secondes. Je voulais prendre aussi le cas parce qu'André, il aime bien parler des... Moi, je connais un peu André. André, déjà, il est très bon en informatique à la base. Mais après, il s'est retrouvé dans le coaching. C'est pas comme s'il faisait plus de l'informatique. En fait, ce que moi, je peux ajouter à l'intérieur, c'est que vous qui faites dans la comptabilité, vous pourrez certes être une très bonne comptable et tout, mais je pense aussi que dans l'expertise, il y a aussi vous savez, on disait souvent à l'école que on reconnaît généralement de très bons enseignants quand il y a la capacité, la qualité de transmettre en fait. Et la façon dont ils transmettent la chose vous donne l'envie de faire la chose. Donc je me dis aussi que c'est un peu ça qu'André veut dire en travaillant dans sa passion. On a la capacité, par exemple, le monsieur qui est vraiment passionné du foot et tout, je pense que s'il se rapproche vraiment, vraiment du foot, il va vraiment développer et pourquoi pas, il pourrait vraiment avoir vraiment de l'impact dans le football. Par exemple, dans le domaine de la VAR, par exemple, je crois que c'est le VAR ou c'est la VAR, je ne sais pas trop. Et voilà, il y a beaucoup de litiges. Par exemple, le match de Lyon dernier, il y a eu des problèmes s'il y a eu penalty ou pas, machin, truc. Ça, c'est des trucs que je crois que sur le plan juridique, ça peut être encadré et tout. Je pense que c'est cet aspect-là, par exemple, s'il il s'intéressait vraiment beaucoup à cela, il serait vraiment beaucoup plus proche du foot et il développera beaucoup d'autres choses. Et voilà. Et il regardera même pas le temps passer, quel que soit l'âge et tout. Il aura vraiment beaucoup de choses à transmettre plus tard, quoi. Donc, je me dis que c'est un peu ça. Merci beaucoup pour cette intervention, Loïc. Et pour rebondir alors sur la question des compétences, parce que le fait de devenir un expert absolu dans son domaine, quand on a beaucoup de talent, les personnes qui sont multipotentielles, est-ce que ça veut dire qu'on doit se focaliser sur par exemple, on a 5 talents complètement différents. Est-ce que ça veut dire qu'on néglige 4 pour se focaliser sur un dans lequel on sera un expert connu et reconnu? Comment on gère quand on est, pour les personnes qui sont multipotentielles, qui savent faire beaucoup de choses ou qui s'intéressent à beaucoup de choses? Ben, pour ceux-là aussi, c'est souvent pas évident, hein. Mais toutes les compétences ne sont pas prédominantes au même moment. Il y a un moment où une compétence prendra le dessus par rapport aux autres. Et je pense qu'il faut juste savoir l'identifier. C'est pour ça que vous voyez des gens
qui ont plusieurs vies. Ils font une chose pendant un moment et après, c'est beaucoup plus compliqué. Ils changent. Moi, par exemple, j'avais 3 compétences. J'avais le tennis, j'avais la lecture et j'avais l'informatique à la base. Mais après, moi, je pouvais faire autre chose qui n'a rien à voir avec tout ça. Donc, je pense qu'il faut juste on peut pas être bon on peut pas être bon au même niveau d'intensité dans 3 choses au même moment. Une prendra toujours le dessus par rapport aux autres. Il faut juste à un moment savoir l'identifier et tout dépend aussi des opportunités qu'il y a autour de toi, pour ton environnement pour à ce moment-là pouvoir te décider avant de te lancer dans ce métier. Merci beaucoup pour cette réponse. OK. Donc, pour les multipotentiels, c'est finalement les opportunités de la vie, en fait, qui vont aussi aider à affiner et raffiner, parce que parfois, ils ont justement du mal à choisir, à hiérarchiser quel talent, quel don faire passer en premier. Donc, finalement, c'est les opportunités de la vie, on va dire, qui aident un peu qui vont aider un peu à faire le choix. Moi, Si j'aimerais ajouter quelque chose, s'il vous plaît. Je Oui, voulais juste illustrer ce que André a dit par un exemple. Par exemple, quelqu'un que je suis beaucoup, qui est à l'Éco Dangote. Lui, il a fait des études de commerce. Il est arrivé au Nigeria. Il a commencé à faire du transport de ciment. Puis, il a fait la commercialisation. Puis, il a fait l'industrie. Et c'est quand il s'est rendu compte que vraiment, il y avait vraiment nécessité en termes d'énergie, je vais dire quoi, du fuel, du carburant, qui s'est rendu compte qu'il y a vraiment un problème de carburant dans son pays. Et maintenant, il s'est lancé dans la raffinerie, en fait. Donc, c'est juste pour dire que c'est l'environnement qui fait, on se découvre. Aujourd'hui, il parle de chimie et j'ai suivi une dernière interview qu'il a donnée il y a 2 semaines. Il s'est dit, il s'est découvert de la chimie comme ça. Il n'avait jamais, voilà, il n'avait jamais pensé dans sa vie qu'il devait officier sur des problèmes chimiques et tout, voilà. Donc, pour dire que exactement, c'est l'environnement souvent qui permet de se moduler, quoi. Non, mais Loïc, là, tu parles d'un entrepreneur. Un entrepreneur, il ne choisit pas ce qu'il fait, il investit là où ça rapporte. Hein. Oui, Donc, oui, André, oui, la plupart André, des entrepreneurs sont vraiment multitâches. ouais, je comprends, André. Ce que je Ils veux dire, c'est que comment il a muté, en peuvent fait, comment posséder il a des muté. entreprises, ça être passionné par ces entreprises. Du moment où ça fait du cash, c'est bon. Ouais. C'est aussi différent dans le contexte entrepreneurial que dans le monde du salariat ou d'être employé dans une entreprise qui fait carrière. L'entrepreneur n'est pas obligé d'être passionné par ce qu'il fait. Du moment où ça donne du cash, et ça peut doubler, tripler son chiffre d'affaires ou ses revenus, ben, il investit. Si aujourd'hui on dit à Aliko que voilà, c'est le sucre, il est dedans, si on lui dit demain, c'est ce il est dedans. Donc, c'est un contexte assez particulier qui est propre à tous les entrepreneurs. Ils investissent sur des choses qui rapportent du cash. OK, ouais, c'est vrai. Merci, c'est vrai. Et alors, une autre question. Mettons, je sais pas, je suis aide-soignante, mais ma passion, c'est un métier artistique. Mettons, ma passion, c'est le chant, on va dire. Mais c'est difficile, c'est pas facile de gagner sa vie dans la musique. C'est pas facile de percer, c'est pas facile d'être connu, c'est pas facile de se faire un nom. Est-ce que je dois absolument quitter mon métier de aide-soignante pour me lancer dans une carrière musicale, en sachant que peut-être ce sera difficile de payer les factures, ou bien quand c'est comme ça, je continue à faire mon métier d'aide-soignante et je fais de la musique, mais en off, ou je fais de la musique dans mon temps libre. En tout cas, j'en fais pas mon activité principale, mais je garde ça quand même comme activité secondaire, étant donné que j'ai ça comme don et ça comme passion. Une transition professionnelle se prépare. On ne se lève pas un matin, on laisse tout, sinon on va manger quoi, on va vivre de quoi, mais il faut passer à la transition. Le but de faire le métier de chant, le chant n'est pas seulement d'être célèbre. On peut avoir l'envie de faire le chant, recruter des gens qui vont former des jeunes à prendre des instruments. On est toujours en train de vivre sa passion du chant.
Ce n'est pas forcément d'être star, il y a des gens qui sont compositeurs, mais ne sont jamais stars, mais ils gagnent leur vie en composant. Donc, tout dépend de où est ton talent, comment tu le positionnes par rapport à ce que tu fais et à ce que tu aimes. Mais moi, je dirais jamais à quelqu'un, laisse ce que tu fais, va vivre ta passion. Non, parce qu'à la fin, il faut payer les factures. Mais on peut construire la transition, prendre le temps d'aller de ce que tu fais. Voilà. Je ne sais pas si... Ah non, mais il s'est carrément déconnecté. Ok, donc on va attendre qu'il se reconnecte. Alors, en attendant que le coach André puisse se reconnecter, peut-être ouvrez vos micros juste pour dire, voilà, est-ce que voilà, vous avez appris des choses? Est-ce que ça vous a inspiré des choses, ce que le coach André nous a partagé jusqu'à présent? Si quelqu'un veut s'exprimer. Je peux? Oui, Tricoche, on t'écoute. Oui. Ok. Sur la multipotentialité, j'ai suivi jusqu'à la fin du coach tout à l'heure. Oui, allô? Et donc, en résumé? Ah oui, voilà. Alors, sur les multipotentiels, il disait effectivement que c'est difficile d'être un expert dans 5 domaines à la fois, mais que du coup, c'est souvent l'environnement et les opportunités de la vie qui vont, entre guillemets, vous aider à affiner votre choix, en fait. Vous pouvez avoir 3 dons ou 4 dons, mais peut-être qu'on va vous faire la proposition de travail dans un don particulier et ça vous permet de travailler dans ce don-là et de l'affiner. Mais ça n'empêche pas que peut-être dans le cours de votre vie, une fois que vous aurez vraiment travaillé dans ce domaine-là, affiné ce domaine, peut-être une autre opportunité va se présenter de développer un don connexe ou un autre don, en fait. C'est difficile d'avoir 5 dons, de déployer 5 dons de front, mais dans le cours de la vie, vous pouvez en développer un, puis l'autre, en fait. Et il donnait son exemple, comment lui, il avait 3 dons. Il a commencé donc par l'informatique et après, les opportunités de la vie lui ont permis de développer les autres dons. Voilà. C'était un peu ça. J'espère que j'ai bien résumé. Je ne sais pas, je parle sous le contrôle de Loïc. Je pense que je ne sais pas si j'ai bien résumé. Mais en gros, c'était ça. Voilà. Est-ce qu'il y a... Je pense qu'il a... Bref, voilà. Oui. Oui, on t'entend. Okay. Oui. OK. Justement, sur la multipotentialité, là, personnellement, je me rends compte que, primo, ça demande beaucoup de temps de travail et une organisation personnelle très précise, qui doit être précise sur les jours sur lesquels on travaille sur tel domaine ou tel autre. Parce que je discutais justement avec un frère dans la semaine sur ce sujet, le sujet de la multipotentialité. Donc, lui, il m'a expliqué qu'il a divisé sa semaine, les jours de la semaine, bien sûr, selon des domaines d'activité précis. Donc, lundi, de suite. Donc, ça demande, je pense, avec ce dont je me rends compte, une organisation personnelle qui doit être proche de la perfection. Et ensuite aussi, là, bon, je ne vais pas dire ensuite, mais l'inquiétude que moi j'ai ressentie du coup, c'est que si ça demande du travail et tout ça, est-ce que ça ne va pas empiéter sur la vie de famille et la vie sociale, en fait? Donc, quand j'ai échangé avec lui, qui m'en a fait part, je me suis posé la question automatiquement. Et je me la suis posée parce que déjà, à son niveau, personnellement, en l'observant, je remarquais que sa vie de famille, sa vie de couple, en tout cas, selon mon observation, moi, c'est pas si ce que ça doit être une vie de couple parce qu'il est beaucoup focus sur les objectifs et les objectifs. Donc, quand je l'ai écouté, il y a eu
cette crainte qui est vite venue à mon esprit, en fait. Ah oui. Non, c'est une crainte qui est légitime et qui est compréhensible. Je me dis dans ce cas-là, c'est-à-dire que si c'est une personne qui a vraiment... parce qu'on dit, je crois qu'il faut 15 000 heures. 15 000 heures, je crois, de travail pour arriver C'est passé à 15 000, extraire... je croyais que c'était 10 000. 10 000? J'entendais avant. Oui, voilà, c'est ça. Non, peut-être c'est moi qui me trompe, mais c'est ça, entre 10 et 15 000 heures pour devenir expert dans un domaine. Donc, tu imagines 15 000 heures multipliées par 3, multipliées par 4, multipliées par... Déjà, 15 000 heures, c'est beaucoup. Maintenant, 15 000 heures multipliées par 5, c'est vraiment beaucoup. Et c'est sûr que si tu n'es pas dans une situation où peut-être tu exploites ces multiples talents dans des activités que tu fais, par exemple avec ta conjointe, si vous avez une entreprise en commun, à ce moment-là, effectivement, ben, les 45 000 heures ou les 60 000 heures ou le je ne sais pas combien de milliers d'heures, vous êtes ensemble quand tu les développes, mais sinon, c'est vrai que c'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué. C'est vrai que c'est compliqué. L'autre remarque que moi je fais aussi, au fur et à mesure que la formation évolue, c'est qu'il faut que je me réoriente dans le choix de carrière, en fait. Depuis toujours, je m'étais vu en administratif et puis tout ça. Mais avec le temps et en faisant les tests et autres, je me rends compte que carrément, je me suis trompé. Je me suis trompé de chemin. C'est vrai que du point de vue formation diplômante, je faisais un profil administratif et tout ça. Mais ce que j'ai comme, du point de vue talent, ton passion et puis tout ça, c'est totalement autre domaine. Totalement autre domaine. Même si quelque part, ça peut rejoindre ma formation académique et pousser ça plus loin. Mais en fait, je me rends compte que franchement, je dois me réorienter sur le plan professionnel. Et qu'en me voyant comme administratif, je m'étais franchement limité. Franchement limité. Et là, je rends vraiment grâce à Dieu pour cette formation que je suis. Et du coup, la question que je voulais poser au coach, je ne sais pas s'il avait abordé avant que ça sur le live, c'est si je dois me réorienter professionnellement, quelles sont, de façon brève bien sûr, les étapes majeures à suivre? D'accord, d'accord. Alors, je pense qu'il n'a pas pu revenir avec nous. Donc, la connexion du centre commercial s'est coupée, en tout cas, problème de connexion. Donc, malheureusement, on doit se quitter là, mais en tout cas, Loïc, merci d'être là et vous lui transmettrez nos remerciements et je vais aussi lui écrire un message. Et voilà, merci à tous et toutes d'avoir été connectés ce soir. Voilà, et donc, pour ceux qui sont dans la promo, c'est la 11. Donc, on continue avec le programme du bootcamp. Les anciens, c'est toujours un plaisir de vous revoir et d'avoir de vos nouvelles. Merci à tous et toutes d'avoir été présents ce soir.